Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35 avec nous Gilles Avrousse qui est ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et je suis très heureux de le recevoir, de vous recevoir Gilles Avrousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi maire de Châteauroux et président de la communauté de communes. Exactement, de la communauté d'agglomération. En fait. Qu'est-ce que je raconte? Communauté d'agglomération qui s'appelle Châteauroux Métropole. D'ailleurs, vous n'allez pas démissionner. Hein. Pas du tout. Mais en revanche, vous laissez les indemnités liées à vos mandats. Exactement, j'ai renoncé évidemment à mes indemnités de maire et de président d'agglomération. J'ai redonné des compétences supplémentaires, des délégations supplémentaires à mes adjoints et je les ai augmentées avec une partie de mon indemnité. Le reste restera dans les caisses de la commune. Bien, Gilles Avrousse, j'aime trop le sport pour en accepter les dérives. C'est ce que vous dites. Vous adorez le sport. Comme vous êtes ministre des Sports. Est-ce que vous avez regardé OM PSG hier soir? Je l'ai écouté à la radio. Oui. J'étais à Lens la veille. Et hier soir, j'ai écouté effectivement OM PSG. Soirée gâchée, selon vous? Sportivement, effectivement, certains vont dire ça, puisque le résultat n'était pas à la hauteur des attentes des Marseillais, évidemment. Mais en dehors, si ce que vous voulez évoquer est la situation, ce qui s'est passé sur le parvis, les chants qu'on a pu aussi entendre pendant le match. Encore une fois, oui. Encore une fois, ouais, ça s'est passé ce week-end, ça se passera d'autres week-ends, ça démontre qu'on a du chemin à faire là-dessus. Et moi, ça va être mon cheval de bataille, de lutter contre les violences dans le sport, les violences verbales, qui amènent quelquefois des violences physiques. Racistes et homophobes. Racistes, homophobes, tout sujet confondu. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est avec certains supporters, et je mets pas du tout en cause les supporters. Ça va sûrement vous surprendre, mais je pense qu'on est arrivé dans. Alors certains parlent de folklore. Moi, je considère qu'effectivement, on a une sorte de culture qui s'est imposée au fil des ans, qui amène les clubs de supporters à s'affronter de plus en plus violemment, verbalement, et que on est arrivé à un point quasiment de non-retour. C'est-à-dire que pour eux, leur dire. On est à un point de non-retour là aujourd'hui. Alors, si on fait rien, ouais, on est à un point de non-retour. Moi, je suis convaincu qu'on peut inverser les choses, et vraiment, ça va être mon cheval de bataille. Je reprends cette expression. Ça me prendra le temps qu'il faut. Je ferai le tour des clubs concernés, parce que c'est pas tous les clubs non plus, c'est pas tous les stades, c'est pas généralisé dans le sport. Mais il faut qu'on arrive à baisser en intensité sur la violence des termes utilisés. Vous n'avez pas vu, parce que vous n'avez pas regardé les images, il y avait des banderoles hier au Vélodrome. Que lisait-on? Parquage fermé, huis clos, place nominative, déplacement limité. On ne veut pas de tout ça. C'est ce que disaient les supporters de l'OM. Or, ce sont des mesures qu'il faudra prendre, qu'il faut prendre, qui sont prises d'ailleurs. Bien sûr, il y a des règles dans le foot, il y a des règles dans la société, et il y a des règles dans le foot. Et les règles du foot, c'est la FIFA qui les a édictées, elles doivent s'appliquer. Vous dites qu'il faut appliquer les règles de la FIFA. Évidemment, il faut appliquer les règles de la FIFA. Vous savez qu'elles sont graduées. Hein. Vous avez d'abord une suspension, ensuite vous avez un arrêt suspension temporaire. Du match, arrêt définitif du match. Arrêt temporaire déjà avec la rentrée au vestiaire des joueurs. Ensuite, arrêt définitif si l'arbitre estime que la situation est telle que c'est pas possible de continuer, mais ça se fait aussi en concertation avec les autorités publiques sur le terrain, mais il faut pas en arriver à ça. Même déjà rien quand on arrive à la première mesure, la suspension, c'est un échec. Ça veut dire que les comportements n'ont pas évolué. Il faut qu'on travaille à ça. Moi vraiment, je pense qu'on peut discuter avec les associations de supporters pour arriver à faire évoluer les choses. Dans un répertoire de chants, vous savez, 90% de leurs chants, ils sont entendables. Et il y a 10% de chants qui dérivent et qui aujourd'hui sont plus acceptables par la société. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au match perdu pour l'équipe qui reçoit? Si l'arbitre en décide ainsi, il faut le faire. Moi, c'est pas ma demande. C'est l'arbitre qui doit prendre la décision. La FIFA, c'est la règle qui est fixée, c'est que l'arbitre, s'il estime que le match peut pas se poursuivre, il peut solliciter en accord, en discussion avec les autorités locales, l'arrêt du match. Mais très honnêtement, il ne faut pas arriver à ça. Mais très clairement, il ne faut pas arriver à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble pour changer les mentalités. Encore une fois, ce n'est pas tous les clubs, ce n'est pas tous les supporters. Il y en a certains qui ont une idéologie nauséabonde, et ceux-là, il faut les combattre. Ceux qui tiennent des chants homophobes, racistes, il faut individuellement aller les repérer, les identifier, les interpeller et les interdire de match. Un chant homophobe et raciste dans un stade, faut-il arrêter le match? Aujourd'hui, je pose franchement la question. Très clairement, aujourd'hui, quand on en entend, il faut faire
un rappel, j'allais dire, à la loi, c'est-à-dire à la loi du foot. Donc arrêtez le match. Non, c'est une suspension qui permet au speaker de s'exprimer. Hier à Marseille et dans tous les stades, le speaker lance des messages contre les chants homophobes. Ces messages sont copieusement sifflés dans les stades. Gilles Avrousse, vous le savez bien. Je le sais et je le condamne. Et il faut vraiment changer cette culture. Et là, c'est pas parce qu'hier on n'a pas arrêté le match ou suspendu qu'on va pas aller chercher ceux qui sont à l'origine de ça. Vous l'avez vu la semaine d'avant. Les auteurs ont été identifiés, ils ont été interpellés après. Et il faut aujourd'hui qu'on accepte d'aller dans de l'interdiction de match, plus qu'on le fait aujourd'hui en France. On a en France, à date, 200 personnes qui sont interdites de match et qui doivent pointer les soirs de match. 3000 en Angleterre. 3000 en Angleterre, 1500 en Allemagne. C'est là où on se dit qu'effectivement, on n'a pas pris en compte la mesure de la situation. Et donc, on a un travail à faire là-dessus et il faut le faire. Ce sont les clubs qui n'ont pas suffisamment pris en compte. C'est pas que les clubs. Les clubs aujourd'hui, mais les clubs sont responsables. Mais tout le monde est responsable. Les clubs, la Ligue de football, mais tout le monde est aujourd'hui conscient de ça et tout le monde est volontaire. Très honnêtement, la semaine dernière, on a eu une réunion avec tous les intervenants, y compris l'Association nationale des supporters. Tout le monde était volontaire. Personne a contesté le fait que ça ne pouvait pas continuer, qu'on ne pouvait pas entendre des chants racistes, que ça amenait de la violence derrière, de la violence physique. Donc concrètement, tout le monde aujourd'hui est décidé à travailler. Concrètement, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à individualiser les peines. Il faut. Oui, mais bien sûr. Moi, très concrètement, vous savez qu'il va y avoir la billetterie nominative. Ça va pas être l'alpha et l'oméga du suivi. Billetterie nominative. Ça va nous permettre pour les matchs de l'OL, de l'OM et du PSG, les matchs déjà, entre eux. C'est pas, on va le généraliser l'année prochaine. Parce que ça existait ça. Je le sais. Ce que je veux vous dire. Nous, chez nous, à Nîmes, il n'y a Monsieur que Bourdin, des billets pris sur Internet. Donc c'est nominatif. Et bien, quand on a ça, quand on a la billetterie nominative, et c'est parce qu'on a des clubs qui l'appliquent déjà et qu'on a cet exemple de réussite qu'on va le généraliser, eh bien, on arrive à sanctionner et aller chercher ceux qui sont vraiment à l'origine des troubles. Donc c'est ça, il faut individualiser. Donc, la fin des guichets physiques. La peine collective. Les clubs vont s'organiser pour. Est-ce que c'est la fin des guichets physiques? Est-ce qu'il y aura un endroit où on pourra aller aussi retirer son billet? Parce que certains sont pas tous vraiment, j'allais dire, à l'aise avec Internet et tout ça. Ça, c'est des sujets annexes. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est individualiser les peines pour vraiment cibler les auteurs. Et après, il faut travailler sur une évolution un peu de la culture sur ces clubs-là pour redescendre en intensité. Pourquoi? Parce que ces comportements violents, verbalement, et après physiquement, qu'on a dans les stades, avec nos plus jeunes qui sont là, et je l'ai constaté encore personnellement la semaine dernière, ils se reproduisent dans les cours d'école derrière. On a un vrai sujet d'éducation. Donc il faut qu'on prenne le dossier à bras-le-corps. Et moi, concrètement, je vais aller faire le tour des clubs concernés. Je vais aller à la rencontre des associations de supporters. Ça va me prendre le temps qu'il faut, mais c'est vraiment mon cheval de bataille. Je comprends. Sauf que Bruno Retailleau n'est pas du tout d'accord avec l'interruption des matchs. C'est ce qu'il vous a dit. Mais on est d'accord. Enfin, encore une fois. Vous êtes d'accord? Non. Si, mais bien sûr, M. Bourdin. Mais bien sûr que non. Non. Il vous a pas dit ça? Non, mais absolument pas. Il a dit l'interruption des matchs n'est pas la solution. Et je dis exactement la même chose. L'interruption des matchs, c'est l'application du règlement. C'est pas la solution au problème. C'est la solution à un problème ponctuel, mais c'est pas la solution au problème conjoncturel. Et enfin, qui s'est vraiment instauré. Aujourd'hui, on a un problème. Certains disent de folklore. Moi, je dis de culture. On a une culture dans le foot sur certains clubs de supporters qui les enferment. Ils le disent eux-mêmes. Quand vous les interrogez individuellement, ils disent les propos qu'on tient collectivement, on les tiendrait pas individuellement. Sauf que ils sont arrivés au paroxysme et ils sont bloqués. Vous allez rencontrer les associations LGBT ? Je rencontrerai toutes les associations qui voudront venir me rencontrer. Elles le demandent. Et alors je vais dire, puisqu'elles le demandent, je vais évidemment les recevoir. Mais on a conscience, quand je dis on, c'est le gouvernement dans sa généralité, de la situation, de la gravité de la situation et de la nécessité d'agir. Donc moi, je vais en faire mon cheval de bataille et je vais être jugé là-dessus. Je veux que dans quelques mois, on me dise alors, vous en êtes où? Comment? Est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'aujourd'hui, le répertoire de chants... Est-ce que dans quelques mois, il n'y aura plus de chants racistes ou homophobes dans les stades? Je dis pas qu'il y en aura zéro. Mon objectif, c'est que ça tende vers le fait qu'il n'y en ait plus. Donc, évidemment, il pourra toujours rien avoir. Identifier les auteurs et les interdire de stade. Exactement. Quand il y en aura, il faut les interdire de stade. Et quand on sera arrivé à 1000 ou 2000 interdits de stade, vous verrez que ça aura baissé en intensité dans le public. Bien. Le rugby, vous rencontrez Florian Grill, le président de la fédération. Vous êtes bien informé. Oui, juste après cette intervention. Là aussi, j'ai lu l'interview de Fabien Galtier qui veut instaurer un nouveau cadre de vie, une charte, un nouveau cadre de vie pour le 15 de France.
oui, Jaminet, Oradou, Gégou, l'alcool après les matchs, les sorties après les matchs, la cocaïne dans le rugby. Vous allez lui parler de tout cela, j'imagine. Évidemment. Et Fabien Galtier, qu'est-ce que vous attendez de la fédération ? Il a raison. J'attends des fédérations qu'elles soient exemplaires sur ces sujets-là. Évidemment, parce que là encore une fois, c'est une question d'image et de reproduction par les plus jeunes. C'est pas les valeurs du rugby, ce que vous venez de citer. Et puis particulièrement pour l'équipe de France, qui porte les valeurs et les couleurs de la République. Donc on doit être intransigeant là-dessus, comme on doit être intransigeant sur les violences sexuelles et sexistes. Voilà, dans le sport en général. Le rugby n'est pas à montrer plus du doigt que les autres. Là, il y a une actualité sur le rugby qui fait que, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut rappeler les règles. Et on n'est pas contre la troisième mi-temps, bien évidemment. On est tous, moi je suis un élu local, c'est pour ça que j'étais choisi dans le gouvernement. Parce que je passe mes week-ends au bord des terrains de foot, de rugby, dans les gymnases, au bord des pistes d'athlétisme. Donc il y a besoin de prendre du plaisir dans un sport. Mais on peut pas prendre du plaisir sans aller dans les excès que vous venez de citer. Alors, vous venez de parler des terrains du dimanche ou du samedi, et de tous ces bénévoles. C'est là que se fait le sport en France. C'est ce sport-là qui souffre. C'est ce sport-là qui a de moins en moins de moyens. Gilles Lavoroux, j'ai vu votre budget en baisse de 268 millions d'euros. Comment allez-vous faire ? Alors là, je vais vous rassurer. Le budget il est effectivement en baisse de 268 millions d'euros, mais quand on enlève la partie liée aux Jeux Olympiques et les crédits qu'on n'a pas consommés l'année dernière, notamment ceux liés aux équipements, il y a 100 millions d'euros sur les 268 qui sont les subventions versées par l'État aux communes pour la construction d'équipements. Le plan qui a été lancé en 2024 jusqu'en 2027. Et donc cela, on a attribué l'année dernière 100 millions d'euros de subventions, on n'en a dépensé que 4, on aura des reports. Donc j'ai pas de problème de budget et l'année prochaine, on soutiendra avec la même vigueur nos associations. Par contre, on a besoin de les accompagner pour faire face au nombre de licenciés supplémentaires. On a besoin de trouver des créneaux supplémentaires dans des gymnases. Comment allez-vous faire ? Je vais travailler avec les départements et surtout avec les régions parce qu'on a énormément de gymnases dans les lycées qui le soir sont pas utilisés. Ils sont utilisés dans la journée. Mais les départements, les régions voient leur budget diminuer. Mais là, ils ont déjà l'équipement. C'est le sport qui va trinquer. Mais pas du tout. Non, pas du tout, monsieur Bourdin. Ah bon ? Non. Là, quand on connaît bien le dossier, c'est l'équipement, il existe déjà. Bon. L'objectif, c'est de le mettre à disposition le soir après la fermeture de l'école auprès de la commune et des clubs pour qu'ils puissent être mutualisés à l'échelle du territoire de l'agglomération ou de la commune concernée. Oui, vous allez relever la taxe sur les paris sportifs ? Moi, je dis que si on veut même donner plus d'argent au sport, il ne faut pas hésiter à utiliser les moyens qui sont proposés d'ailleurs par les députés, puisque c'est un amendement de l'Assemblée nationale du député Benjamin Dirks qui propose d'augmenter la taxe sur les paris sportifs. Je pense que le sport... Combien l'augmentation il a déposé plusieurs amendements, mais l'objectif c'est de ramener un peu plus d'argent dans le sport. Moi, je pense que c'est salutaire. L'augmentation en pourcentage? Vous verrez ce que l'Assemblée décide. 10%, je sais pas. C'est plus. Vous savez, une partie de cette taxe. Je vais vous donner un chiffre exact. Je vais vous donner un chiffre exact, monsieur Bourdin. Je sais que vous aimiez être précis. Moi, j'aime être précis. Oui. L'Agence nationale du sport perçoit aujourd'hui 166 millions d'euros qui proviennent de cette taxe. Il est prévu que l'année prochaine, on lui en affecte que 160 millions. Donc moi je souhaite que l'Agence nationale du sport elle récupère les 6 millions qui lui manquent et donc voilà, c'est au minimum 6 millions d'euros qu'il faudrait pouvoir réaffecter à l'Agence nationale du sport. Au minimum 6 millions. Bien. 30 minutes de sport à l'école, ça reste malheureusement exceptionnel. Gilles Lavoroux. Oui, alors les 30 minutes par jour. Est-ce que c'est appliqué à Châteauroux ? Oui, Est-ce qu'à Châteauroux, dans chaque école, on fait 30 minutes de sport ? Dans les écoles, les 30 minutes, elles fonctionnent plutôt bien. Et au collège ? Voilà, exactement. Ce qui a moins bien marché, peut-être, et où là, l'évaluation devra nous dire si on doit continuer sous ce format-là ou modifier le format, c'est les 2 heures de sport par semaine dans les collèges. Là, il faut avoir le courage d'évaluer le dispositif et de le modifier, de réaffecter les crédits peut-être ailleurs ou différemment, si on estimait que c'était pas suffisamment. Vous nous garantissez qu'avant la fin de l'année, les 30 minutes de sport seront effectives dans tous les collèges et lycées et les écoles de France. C'est dans le primaire, les 30 minutes de sport. Oui, mais aujourd'hui, au collège et lycée. La volonté, c'est pas celle-là. C'était pas celle-là. Non, il n'y avait pas de programme d'extension au collège et lycée. Mais il faudrait. Il faudrait, non ? Pour des questions de santé publique, il faudrait, bien évidemment. Oui, parce que le sport, c'est salutaire. Moi, j'en suis convaincu. Vous savez, le sport, ça peut tout changer. Ça peut changer une carrière professionnelle. Ça peut changer la vie. Il faut respecter le fonctionnement des 2 heures et redécider après. Je ferai pas une annonce bête et méchante de dire on va faire. Il faut inciter à la pratique du sport. On le sait, c'était la grande cause nationale 2024. Il faut pas que ça s'arrête au 31 décembre 2024. C'est ça le sujet. Il faut qu'en 2025, la pratique qui a été initiée
et tous les chiffres démontrent que les Français ont joué le jeu, qu'il y a beaucoup plus de pratiquants cette année que l'année dernière. Il faut que ça se poursuive l'année prochaine. On le voit sur les courses à pied, ceux qui font de la randonnée, des trails, des courses, des semi-marathons, des marathons, il y a de plus en plus sur de le participants. statut des bénévoles. Oui. Là, vous allez évoluer ? Il faut qu'on évolue. Qu'allez-vous proposer ? Il faut qu'on évolue. Il y a des réflexions qui sont en cours. Il faut qu'on arrive à inciter des gens qui ne le sont pas aujourd'hui à devenir bénévoles. Et sur la durée, on a vu là en 2024, notamment pour les Jeux Olympiques, que quand on faisait appel à des volontaires, on avait des volontaires de présent et qu'ils étaient exemplaires. Ils le sont toujours pour des missions ponctuelles. Moins sur des engagements longue durée. Donc il faut qu'on arrive, et j'ai rencontré depuis que je suis arrivé au ministère, j'ai fait plusieurs déplacements en province et à chaque fois j'ai rencontré les présidents de clubs sportifs pour leur demander quelles sont vos solutions, quelles sont vos attentes. Eux, ils demandent de la simplification administrative. Aujourd'hui, une association, quand elle veut demander une subvention, elle va sur le compte national de l'État qui s'appelle Mon Compte Asso et elle va devoir aller sur la plateforme numérique de la ville, du département, de la région pour demander ses subventions. Ils perdent un temps fou, ça les décourage. Il faut peut-être aussi aider ceux qui vont s'engager pour la première fois. Vous savez, on a un dispositif qui s'appelle le Pass Sport, qui permet de financer une partie de la licence des jeunes qui veulent pratiquer un sport et dont les revenus des parents sont les plus faibles. Et ben pourquoi pas avoir un Pass Sport pour le bénévole qui s'engage pour la première fois. On va réfléchir à ça. Du bénévolat, quoi. Exactement, pour celui qui va prendre des fonctions de secrétaire, de trésorier, de président dans un club ou qui va vouloir encadrer des jeunes dans le club. Voilà, ce serait pas un effort énorme, mais on pourrait travailler à ça. C'est un vrai sujet. Ça concerne des dizaines de milliers de bénévoles. Exactement, on a besoin d'eux. Et je les salue. Je les salue parce que... En allant courir à côté du ministère, je suis tombé sur des joueurs de boules. C'était tous les dirigeants des clubs de boules de Paris qui étaient là en train de se faire un petit tournoi entre eux, puis après un repas. Il y a ces moments de convivialité aussi qu'il faut encourager. On a besoin des bénévoles pour soutenir le sport en France. Sauver le club de Montmartre, entre parenthèses. Vous parlez du club de Montmartre, mais tous les quartiers, dans chaque petit village, vous avez un club de... C'est pour ça que j'ai été choisi. Je suis un élu local, je connais cette réalité du terrain et je vais aller défendre ces petits clubs. Le SNU, je sais bien que c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais en fait ça concerne la jeunesse. Pardon, mais vous avez beaucoup défendu le SNU, Service National Universel. Sera-t-il généralisé en 2026 ? Très clairement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Financièrement, on n'a pas les moyens de le faire. Emmanuel Macron, je le rappelle. La volonté d'Emmanuel Macron, elle est forte et elle est louable. Mais financièrement, moi j'ai une partie des crédits du SNU dans mon ministère, donc je peux en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour une généralisation du SNU, c'est clair. C'est clair. Il ne sera donc pas généralisé. En 2025, il ne le sera pas. En 2026, j'imagine mal qu'il puisse l'être. Oui, 40 000 en 2023, sur 64 000 SNU attendus. Donc pas un gros succès. Cette année, ça va donner quoi le SNU ? Et en 2025 ? On va attendre le vote du budget pour l'instant. Est-ce que le SNU va être supprimé ? Non, il n'est pas prévu de le supprimer. Mais pour répondre précisément à votre question, au budget 2025, j'ai les crédits aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, du même montant que l'engagement en 2024. C'est-à-dire pour 64 000 Pour 64 000 maximum. Maximum 64 000. C'est-à-dire que ça ne progressera pas, le SNU. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, dans le budget tel qu'il est discuté à l'Assemblée nationale, d'aller plus loin. Si j'ai bien compris, il est en panne. Il est en panne. Je crois que le modèle doit aussi être réinterrogé parce qu'on a des remontées sur les conditions d'organisation, sur le coût individuel. Donc il y a aussi besoin de revoir les modalités de tenue des stages. Bien. J'ai 2-3 petites questions. Première question, comment se fait-il que les primes des médailles olympiques ne soient pas défiscalisées ? Bonne question, parce que je pense que, vu de Bercy, on veut pas faire de différence entre les primes des salariés du privé, de ceux qui travaillent toute l'année et qui sont fiscalisés. Et donc, on a tous un grand attachement à nos sportifs, mais pour l'instant, Bercy n'a pas voulu les exonérer fiscalement. Et qui va présider les Jeux 2000 d'hiver, les fameux Jeux d'hiver ? On s'est réunis cette année sous l'autorité du Premier ministre. Tous les acteurs du dossier ont été réunis. C'est un sujet qui a été évoqué. Fourcade. Il y aura un appel à candidature. Martin Fourcade. Et il y aura des candidats. Il y en a déjà. Vous avez vu la déclaration de candidature de Martin Fourcade. C'est quelqu'un qui coche toutes les cases, à mon sens. Il y en aura sûrement d'autres aussi de candidats. Et puis à la fin, il y en aura un de choisi. Vous savez, notre chance, c'est qu'il y ait des candidats. Le succès des Jeux, a sûrement rassuré et donné des envies à beaucoup, mais tant mieux. S'il faut choisir, tant mieux. C'est un problème de riche que de devoir choisir. Bien. Gilles Avroux, j'ai une dernière question. Vous êtes
maire de Châteauroux, vous êtes président de la métropole, donc vous avez beaucoup de fonctionnaires territoriaux sous vos ordres. Absolument. Et le gouvernement, ministère du budget, ministère de la fonction publique, envisage 3 jours de carence pour les fonctionnaires. C'est indispensable. Je vais vous dire. Qu'allez-vous dire à vos fonctionnaires? C'est très clairement une mesure d'équité entre le privé et le public. On aurait dû le faire depuis longtemps. Je suis dans une collectivité qui a pris à bras-le-corps le problème de l'absentéisme, parce que derrière ces 3 jours, c'est le sujet de l'absentéisme. Je le dis de manière d'autant plus à l'aise que c'est mon prédécesseur qui a pris cette mesure à la tête de la ville de Châtellerault et de l'agglomération. Nous, on a institué une ponction sur le régime indemnitaire en fonction de l'absentéisme. Et l'absentéisme a fortement, très fortement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est absent dans l'année d'après, il a une réduction de ses primes en fonction de l'absence qu'il a eue l'année précédente. Et c'est efficace. Et c'est très fort. On a divisé presque par 2 l'absentéisme et aujourd'hui on est en gros 40% que beaucoup de fonctionnaires sont des tirs au flanc? Pas du tout. Et ça veut dire que pour certains, non, la grande majorité des fonctionnaires sont des gens travailleurs et bien au-delà de leurs heures. Et là on parle que de ceux qui abusent, que de quelques-uns. De certains abusent. Mais bien sûr, on parle pas du tout des fonctionnaires dans leur généralité. Et bien évidemment. Et donc cette mesure, elle est très efficace sur ceux qui avaient tendance à utiliser effectivement l'arrêt de travail comme une solution de vacances complémentaires, c'est clair. Bien. Merci Gilles Rousse d'être venu nous voir ce matin plaisir de sur revenir. l'antenne de Sud Radio. C'est un plaisir de vous recevoir, évidemment. Merci beaucoup. Il est 8h56, vous êtes sur Sud Radio, merci. Patrick Roger sera là après les informations de 9h.